Bonjour! Savez-vous pourquoi argent et couple sont intimement liés? Pourquoi c'est une des sources de conflits majeurs dans le couple? Et quel est le lien entre argent, amour, sexualité et pouvoir? Donc on en parle dans cette vidéo. Je suis Anne-Catherine Pozza. J'accompagne les personnes autour des questions amoureuses depuis plus de 20 ans. Et je suis aussi l'auteur de 3 livres sur l'amour. J'accompagne des entrepreneurs, des indépendants, des dirigeants sur les questions qui touchent à leur travail, leur leadership et aussi les questions amoureuses, familiales. Voilà, donc j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Christian Junot, qui est un expert de la relation à l'argent. Et Christian Junot, je te laisse la parole parce que vas te présenter. D'accord. Déjà, bonjour Anne-Catherine, merci de ton invitation sur ce thème si sensible. Donc, effectivement, je suis Christian Junot, je suis suisse. Comme tu l'as dit, expert de la relation à l'argent en francophonie. J'interviens dans les pays francophones européens, au Québec et bientôt dans d'autres. Et je suis un ancien banquier et économiste de formation. Et au fond, ma passion, ça a toujours été l'être humain. Et grâce à un licenciement en 2009, je me suis autorisé à faire ce que j'aimais faire, soit accompagner les humains dans apprendre à se connaître au plus profond d'eux-mêmes. Et la porte d'entrée de la relation à l'argent est une très belle porte pour apprendre à se découvrir. Je suis Magnifique. auteur et co-auteur de 3 livres également, et d'un 4e qui sortira en 2020 sur le thème du couple, justement. Magnifique, magnifique. Alors, le thème que nous avons concocté tous les deux, eh bien, s'appelle, le thème, c'est l'argent dans le couple, une histoire d'amour, point d'interrogation. Donc, c'est un peu sur ces thèmes-là que l'on va cheminer. Donc, Christian, est-ce que tu as peut-être envie de nous dire voilà, un peu une introduction, quels sont les enjeux? Mhm. Déjà, peut-être être conscient que nous avons sans exception tous une relation à l'argent. Ça peut paraître bête que je le dise, simplement je pense que au moins 95% des gens, 95% des gens ne sont pas conscients de ça, puisque ça reste un thème très tabou dont on ne parle pas. Donc, nous avons tous une relation à l'argent qui fait que cette relation à l'argent est la base d'un certain nombre de comportements que nous avons avec l'argent. Donc, on n'est pas là pour juger bien, pas bien, mais juste de savoir que nous avons des tendances à avoir des comportements qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, un couple, ce sont bien sûr 2 êtres humains qui se rencontrent avec leurs blessures, tout ça, et avec leur relation à l'argent qui est à chacun, qui est unique. Et simplement, souvent, cette relation à l'argent-là, on ne la voit pas au début ou on ne veut pas la voir, et petit à petit, ça va se voir ou ça va prendre toujours plus de place. Alors, quand elle est proche les uns des autres, on a 2 relations à l'argent qui sont proches dans la manière de faire, ça se passe bien. Mais quand il y a trop de différences, c'est forcément un peu compliqué. Et d'ailleurs, voilà, j'avais mis ce t-shirt ce matin, mais je voulais le changer. Et au moment où je me mets dans le miroir, je me dis, mais non, mais c'est magnifique, ça parle du couple. Donc, c'est pas le plus beau que j'ai, mais simplement, je trouvais qu'il allait bien parce que vraiment, vous voyez, quand on voit ici, là, quand il y a cet écart trop grand entre l'un et l'autre, là, ça commence à créer des dissensions. Quand on arrive à se rejoindre, c'est de nouveau beaucoup plus facile et il y a de nouveau des écarts. Et c'est ce qu'on va voir un peu, qu'est-ce qui se passe, quels sont ces écarts-là, justement, comment ça se manifeste. Ouais, magnifique. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ces difficultés? Apparemment, de ce que j'ai pu découvrir, c'est que finalement, les 3 premières questions qui se posent dans le couple dès le premier rendez-vous et à toutes les étapes du couple, c'est qui gagne quoi, qui gère quoi et qui paye quoi. Euh, et puis, en dessous de tout ça, il pourrait y avoir quelque chose de sous-jacent, c'est que celui qui paye ou celle qui paye, c'est celui qui détient le pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce qu'on peut détricoter tout ça? Alors, j'ai écouté tes 3 questions, je ne les ai jamais posées comme ça. Moi, j'ai l'impression, alors, bien sûr que ça va beaucoup dépendre déjà de la qualité de la communication dans le couple dès le début. Ce n'est pas parce qu'on a un nouveau couple qu'on communique bien forcément. Et il me semble parfois que assez naturellement,
il se peut qu'il y en ait un qui prenne les commandes d'un domaine plutôt qu'un autre. Ça peut être un qui prend les commandes de l'intérieur. Voilà, je vais décider de faire des choix pour l'intérieur de l'appartement, de la maison. Et puis, il est bien possible qu'il y en ait un qui prenne les commandes des finances. Et ça dépend si l'autre n'est pas vraiment au clair sur ce qu'il veut vraiment. Peut-être bien qu'il va laisser l'autre prendre les commandes et, quelque sorte, lui imposer, même si la personne n'a pas ce pouvoir-là, mais lui imposer sa manière de faire et elle va accepter. On ne va pas faire des histoires pour des histoires, des questions d'argent. Hein. Parfois, ce genre de choses-là, l'amour est tellement plus important, tellement plus fort que l'argent. On trouvera toujours des solutions. Enfin, ce qui fait, c'est ces premiers petits malaises qu'on peut sentir parfois très vite, y compris dans les premières rencontres, qui payent quoi, hein, au restaurant ou n'importe, qui fait que tout à coup, on va peut-être remarquer des choses, mais on ne va pas y accorder d'importance. En tout cas, il y a beaucoup de gens me disent, mais au fond, dès le début, j'avais remarqué des choses et je n'ai pas voulu le voir parce que j'avais très envie que ça marche, ça fonctionne. Et ces petites choses qu'on voit au début prendront toujours plus d'ampleur. Donc, voilà, simplement pour dire que ça, c'est un premier point. Après, effectivement, s'il y a un vrai échange, une vraie communication, et je pense que c'est absolument nécessaire, et particulièrement quand on se met en ménage, c'est effectivement de dire alors qui gagne quoi. C'est une chose, parce que je suis moi-même surpris de voir à quel point il y a encore des ménages où les gens ne savent pas ce que gagne l'autre, et c'est pas rare du tout. Donc, comme si ça restait un domaine un peu privé et caché, et pourtant, si on se cache sur de choses qui ne sont quand même que des chiffres, hein, ça paraît comme étonnant. Et effectivement, de trouver une manière de faire. Et, et ça, je vois que c'est déjà le premier sujet à tension, parce qu'il peut y avoir un idéal de chacun où l'autre n'entre absolument pas en matière. Voilà. Et si je dis ça, c'est parce que je vois des exemples à quel point, quand une des personnes a vécu quelque chose en couple difficile avec l'argent, où ça s'est mal passé, c'est mal terminé, par exemple, il a l'impression qu'il a laissé des plumes, il va leur mettre une sorte de contrôle et de rigidité dans sa manière, dans la manière dont ça se passe, tellement il a peur de revivre la même chose. Et l'autre, en fait, ne comprend pas cette rigidité, parce que peut-être qu'elle n'est pas justement expliquée, mais ce ne sont que les peurs de la personne qui se manifestent là-dedans, et l'autre se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas prêt à discuter, il impose les choses, simplement parce que l'autre n'arrive pas à dire, mais au fond, j'ai tellement peur que ça se repasse de nouveau la même chose, et je suis encore traumatisé, encore blessé par ce qui s'est passé auparavant. Oui, absolument. Est-ce qu'on dénote parfois, après coup ou à nos dépens, c'est quels sont les enjeux cachés en fait, des transactions cachées. C'est-à-dire, par exemple, tu disais, oui, alors je l'avais remarqué, cette attitude dès le départ, et je n'ai rien voulu dire parce que je voulais que ça marche. Très bien. La question à se poser à ce moment-là, quand on sent quelque chose qui nous crispe un peu, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement clair, c'est qu'est-ce que j'ai envie de préserver? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que effectivement j'ai envie que la relation marche parce que je ne veux pas me retrouver seule? Donc, du coup, il y a comme une transaction, c'est-à-dire j'accepte certains travers ou certaines non-communications parce que j'y gagne à maintenir quelque chose, un lien. Donc, l'invitation, ce serait vraiment d'aller mettre de la clarté déjà sur soi et puis ensuite pouvoir oser le communiquer avec clarté à l'autre pour mettre sur la table des choses. Oui, oui, absolument. Et si tu veux, il y a tellement de sensibilité derrière ces questions-là. Ça a beau être des chiffres, le fait qu'on y mette beaucoup de choses derrière cette notion de chiffres fait qu'au fond, il peut vite y avoir des personnes qui vont partir dans des grands stress, dans des peurs, des histoires d'ego et de choses là, ou d'estime de soi, parce que ça met en jeu leur estime de soi. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à décortiquer ce qu'il y a en dessous, il pourrait y avoir comme une sorte d'incompréhension du comportement de l'autre qui n'est comme pas rationnel avec ce qui se passe réellement là entre nous, mais parce que chacun, de toute manière, sur tous les thèmes, chacun arrive avec son historique. Et tant qu'on ne met pas un peu cet historique à plat en disant, bah, tu sauras voilà, quel genre de blessure je viens, voilà, avec quel genre de difficulté j'ai eu, qui me fait que je suis peut-être fragile sur ce thème-là ou ce thème-là, peut être l'argent, la sexualité, la communication, enfin différentes choses, qui fait qu'au fond, tant qu'on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, ça va se manifester, mais sans que l'autre arrive à comprendre d'où ça vient et puis même en être surpris. Tout à fait. Tu as nommé le mot de peur et je pense que
ça doit être très fréquent et toi tu peux le vérifier, tu pourras en parler par rapport au stage que tu as animé et que tu animes et où les gens par exemple disent en fait pour vous l'argent c'est quoi? Mhm. Et je peux m'imaginer qu'il y a aussi la peur de ne pas avoir d'argent, hein, Mhm. euh, c'est quelque chose de très profond qui nous ramène à quelque chose de l'ordre de la survie. Et du coup, si on n'a pas mis à jour ça, il peut y avoir des choses qui sont des énergies ou disons des liens qui sont extrêmement puissants. Euh, Oui. ce que j'ai. Enfin, vas-y peut-être. Non, je te confirme, si tu veux, euh, c'est vrai que dès qu'il s'agit d'argent, des fois les comportements, y compris les peurs, peuvent être extrêmement irrationnels. Et c'est là où tout à coup, quand quelqu'un part dans l'émotionnel très fort, l'autre va vouloir le convaincre avec de l'argumentaire, peut-être qui a du sens, mais simplement, et là, les études sur le cerveau montrent très bien qu'on n'est juste pas au même endroit, c'est pas le même partie du cerveau qui fonctionne, et c'est comme si on parlait chinois pour l'autre, et plus je mets de rationnel quand quelqu'un est dans l'émotionnel, de toute façon, moins il est en capacité d'entendre, c'est pas de la mauvaise volonté. Donc ça m'a permis de comprendre des choses, donc c'est plus d'aller essayer de questionner. Moi, j'ai vraiment une expérience avec mon épouse où l'argent n'a pas été un gros enjeu, parce qu'on avait des rapports à l'argent plutôt assez proches quand même, mais comme quelques tensions. Et quand j'étais à mon compte, à un moment donné, au début, j'étais à mon compte, ça m'a réveillé pas mal de peur chez elle. Et je me souviens d'une fois qu'elle me parlait quand on aurait 70 ans, 75 ans, je ne sais plus ce qui arriverait, etc. Mais d'une manière, on parlait d'une histoire de 20 ans et j'arrivais pas à me relier à ça tellement on était à des années-lumière de ça, et puis que là, présentement, il y avait zéro danger, financièrement parlant. Et à un moment, je m'arrête, je lui dis, mais tu en parles comme s'il y avait une histoire de vie ou de mort là, qui se passait là maintenant. Et au moment où j'ai posé la question, elle s'est stoppée d'un coup, elle m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Et tu vois, et c'est là où heureusement que je n'ai pas argumenté, mais juste de questionner, parce que je voyais qu'il y avait un fossé entre la réalité du moment et ce qu'elle mentionnait, comme si elle créait une histoire qui n'existait pas, tu vois. Et c'est ça, c'est que quand il y a vraiment pour certains la peur de finir sous des ponts, voilà, des peurs comme ça, la peur de mourir, qu'on va y laisser notre peau. Enfin, il y a vraiment ces peurs-là qui existent pour certains s'il n'y a pas assez d'argent, s'il n'y a pas assez d'économies. Voilà, même s'il y a de l'argent, même s'il y a des économies, ces peurs-là, elles sont omniprésentes, elles sont juste cachées derrière le moins petit truc qui peut réveiller cette insécurité. Exactement, l'insécurité, tout à fait. Euh, L'argent, en préparant ce sujet, donc j'ai pu trouver quelques statistiques, mais voilà, de voir que l'argent est la source de conflits majeurs dans un couple. C'est aussi parfois les raisons pour lesquelles un couple se sépare, après la question, disons, de la tricherie ou de la tromperie. Donc, oui, c'est encore un sujet tabou. C'est lié au pouvoir et à la sexualité. Et puis, dans l'historique, il y a l'histoire de la dot, qui on va épouser, quelle est la quantité d'argent liée à cette union. Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'en consultation, les couples qui ont des problèmes d'argent ont eu aussi des problèmes liés aux problèmes sexuels. Donc, c'est lié à la circulation de l'énergie. Voilà, je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose. Alors j'ai pas beaucoup de couples qui viennent me voir en consultation parce que je ne prends pas de consultation privée. Par contre, je peux vraiment voir de toute manière que dans les couples, il y a toujours cette notion d'équilibre entre donner et recevoir qui doit se manifester pas au jour le jour, mais sur la longueur. Et je peux bien voir dans le donner et recevoir, on va autant le toucher au niveau de la sexualité qu'on va le toucher au niveau des questions financières. Et dès le moment où il y a la perception de quelque chose qui est déséquilibré de donner et recevoir, ça va créer effectivement des conflits. Dans mon premier livre, Ce que l'argent dit de vous, je parle d'une étude qui a été faite aux États-Unis et qui dit effectivement que les conflits, il disait enfin, les conflits d'argent, plus sont récurrents, plus on peut prédire avec une forte probabilité la prochaine dissolution du couple. Et d'une part, et ces conflits-là sont plus violents que sur les autres thèmes. On se dit des choses plus crues que sur d'autres thèmes, et il faut plus de temps pour se réconcilier. Donc, ce que je déduis de ça, c'est que si effectivement ça prend tellement d'ampleur, ça montre bien qu'il y a tellement d'enjeux cachés qui fait qu'on va peut-être manifester des comportements, comme encore une fois, je disais peut-être émotionnellement bien trop forts par rapport à une réalité concrète. Oui, c'est ça.
Oui, oui. Donc, on a posé quelques éléments par rapport aux peurs, aux émotions, le rationnel ou l'émotionnel. Par rapport à ouais, ce que tu vois dans les groupes ou bien de tout ce que tu as comme connaissance sur ce sujet, qu'est-ce que tu aurais envie d'ouvrir comme champ encore? Alors, deux choses. La première, je pense effectivement des couples que je vois de temps en temps arriver en atelier, parce que le problème du couple avec l'argent, c'est ce que j'entends très souvent, c'est ah, mon mari ferait bien venir faire un atelier avec toi, et les hommes disent ma femme devrait vraiment venir en atelier avec toi. Donc, si eux, chacun pense que le problème est chez l'autre, et aussi longtemps que c'est le cas, un, personne ne va changer, parce que personne ne va dire ah ben je vais m'en occuper, et puis deux, chacun, aussi longtemps que chaque personne ne va faire quelque chose et personne n'aura envie de changer, puis chacun attend de l'autre qu'il change. Donc, quand les couples viennent ensemble, et ça arrive heureusement, là, effectivement, chacun va voir qu'il a un bout de chemin à faire pour aller, pour déblayer sa part et aller à mieux se rencontrer, à mieux se comprendre. Donc, c'est un sacré beau cadeau que les couples se font quand Mm. ils viennent traiter ce thème-là. Parce que je dis, vraiment, des gens disent, sur ce thème-là, on s'entend sur plein d'autres thèmes, mais sur ce thème-là, on est incapable d'avoir une discussion. C'est dingue. Pourtant, tout le reste va bien. Mais là, c'est juste le sujet qu'il faut éviter à tout prix et pourtant qui génère de l'insatisfaction. Donc, ça, c'est vraiment. Et donc, au fond, moi, il me semble que dans un tel moment où on se met au ménage, de toute façon, il doit y avoir une question générale qui est, au fond, une vie de couple réussie, pour toi, ça ressemblerait à quoi? Ce que j'appellerais un partage de représentation, ce que chacun se représente d'une vie réussie en couple, parce qu'au fond, chacun a ses propres idées et peut penser que tout le monde a les mêmes. Et c'est la première grosse erreur. C'est que si je pense que l'autre a la même idée que moi, la même perception que moi, tôt ou tard, je vais voir que ce n'est pas le cas. Donc déjà, de pouvoir décrire chacun à quoi ressemblerait une vie de couple différente, on va déjà voir là où on se rejoint, et puis là, on ne se rejoint pas, et de pouvoir voir quels sont peut-être les pas à faire pour trouver des solutions qui conviennent aux deux. Et sous-jacent, parce qu'après on peut découper ça en sous-thèmes, clairement l'argent serait un, et au niveau financier, la manière idéale dont nous pourrions fonctionner, selon toi, ça serait quoi? Là aussi, pouvoir échanger là-dessus, de ce qui serait la manière idéale, la manière... et après, on pourra voir si on ne se rejoint pas, quelles sont les concessions qui sont acceptables, quelles sont celles qui ne le sont pas. Parce qu'il est possible, de ces discussions-là, va peut-être émerger quelque chose de OK, au fond, on n'est peut-être pas fait pour vivre ensemble s'il n'y a pas de flexibilité sur certains niveaux et que chacun compte ses positions et n'a pas envie de changer. Parce que ça serait un leurre de vouloir croire qu'en faisant comme si ça n'existait pas, que ça allait s'arranger. Non, ça ne s'arrange pas s'il n'y a pas de travail qui est fait pour changer ce qui doit l'être. Absolument. Ce que je vois beaucoup dans mes accompagnements, depuis le temps que je travaille sur ces questions amoureuses, sexuelles et de leadership, c'est combien en fait certaines personnes ne sont pas prêtes à enlever le masque. Je veux dire par là que on va mettre le mot amour, je l'aime, comme étant on fait blanc-seing, c'est-à-dire j'ai les pattes blanches parce que je l'aime. Et puis on ne va pas investiguer un petit peu qu'est-ce que je mets dans je t'aime. Et tant qu'on n'a pas fait ça, eh bien, des problèmes tôt ou tard vont surgir, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans la relation à l'argent, évidemment, parce que c'est tout le temps présent. Donc, pourquoi je me mets avec cette personne? Et moi, l'invitation vraiment que j'ai envie de vous... Le message que j'ai envie de vous transmettre serait vraiment de ne pas laisser le « parce que je l'aime » être une justification à tout le reste ou à surtout ne pas le voir, à surtout ne pas voir tout le reste. Je vois maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent en colocation et du coup, la question de l'argent, elle est à discuter. Et je me dis que finalement, le couple, c'est la première mini-colocation, c'est une colocation. Donc pourquoi est-ce qu'on ne discuterait pas de l'argent et des affaires courantes de manière simple et simple, voilà. Oui, absolument. Juste comme de la même manière qu'on peut discuter de l'organisation des tâches ménagères,
voilà, qui va s'occuper des vacances, qui fait des paiements, enfin, ça fait partie, voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui vont soutenir à ce qu'il y ait de la fluidité plutôt que chaque fois devoir remettre en question, etc. Ouais. Mais c'est vrai, hein, ça paraît du bon sens comme ça, et simple en même temps quand on le dit, et en même temps, visiblement, ça ne l'est pas, encore une fois, parce qu'il y a des enjeux. Bon, peut-être que si je vais un peu plus loin dans le style de comportement, dans un couple, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plutôt économes, ce que j'appelle des écureuils. En général, ces personnes qui sont plutôt projetées sur l'argent, leur sécurité, leur liberté, leur autonomie, donc qui vont faire dépendre leur sécurité, qui est un grand classique, sur le fait d'avoir de l'argent. Donc, si j'ai de l'argent, je me sens un peu plus sécure. Plus j'ai d'argent, plus je me sens sécure, c'est la croyance. Mais en fait, tout ça vient juste cacher une grande insécurité à l'intérieur de soi, qu'on essaie de compenser par de l'argent. Donc ça, c'est le piège. Et c'est pour ça que si tout à coup, je vois que l'autre commence à vouloir utiliser l'argent, à dépenser l'argent, que je vais mettre les griffes ou je vais fermer parce que indirectement, c'est à ma sécurité qu'il touche. Je vais dire même autrement, à ma pseudo-sécurité. Ce n'est pas une vraie sécurité, c'est un pis-aller, en tout cas une tentative de compensation. Et c'est aussi pour ça que ça crée des tensions. Donc, si on a deux personnes qui sont dans le même style, plutôt ce qu'on appellerait des économes, à vouloir économiser et augmenter, en général, ça se passera plutôt bien. Euh, Après, pour autant qu'il n'y en ait pas un, s'il y en a un qui a vraiment des très grosses peurs et puis qui veut tout calculer, etc., peut-être ça va comme un peu éviter l'autre. En tout cas, dans notre couple, moi plutôt, on était deux économes, mais j'étais plutôt celui qui économisait un peu plus avec une plus grosse peur que mon épouse. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis mis à mon compte. C'est comme si ces peurs à elle a été réveillées. Elles étaient comme pas visibles parce que les miennes étaient plus fortes que les siennes. Donc, elle était plutôt rassurée de voir que je ne faisais pas n'importe quoi et tout ça, même si de temps en temps, elle m'invitait à lâcher prise un peu. Mais au moment où moi, j'ai lâché là-dessus, c'est comme si les siennes avaient été réveillées, se sont révélées en quelque sorte, hein. Et donc, ça peut plutôt bien fonctionner, si ce n'est que on peut parfois entrer dans quelque chose de trop extrême. On voit des fois des couples où les deux sont à compter chaque sou et tout, et au fond, ils ne vivent plus. Ils passent leur temps à compter, toutes les relations, tout se compte dans les relations, etc. Enfin, la vie ne devient plus qu'un grand calcul. Et à l'autre extrême, il y a plutôt ce qu'on appellerait les dépensiers, des dépensiers un peu, j'aime pas le mot compulsif parce qu'il est un peu fort peut-être, même ça peut parler pour certains, mais en tout cas dépenser un peu à la légère et mettre la situation financière peut-être en péril. Et quand on a deux qui aiment se faire plaisir, qui n'aiment pas trop les frustrations, donc ils vont fonctionner un peu de la même manière, mais ils vont se retrouver à devoir galérer régulièrement pour s'en sortir, voire ils ne s'en sortent pas, ils sont en train de s'enfoncer parce qu'il n'y a aucun des deux qui est capable de reprendre les choses en main pour s'en sortir. Et là, effectivement, tôt ou tard, ça peut aussi partir. Ça va être un tel sujet de tension, de tout ce qui aura comme conséquence de cet endettement qui va augmenter et qui fait que ça va devenir insupportable. Alors voilà, mais après, il y a tous les croisements entre l'un et l'autre. Et c'est ces croisements-là qui génèrent aussi beaucoup de tensions. C'est moi, j'ai envie d'économiser parce que ça me rassure, parce que j'ai l'impression que je suis plus libre, parce que j'ai l'impression que je suis ci ou ça. Et moi, j'ai envie de me faire plaisir dans la vie parce qu'on ne vit qu'une fois, diront les personnes là. On ne sait pas si on sera toujours en vie à notre retraite, on ne va pas garder. Voilà, hein. Donc, des croyances différentes, peut-être, des manières de voir la vie différentes. Et ces manières de voir la vie différentes, c'est déjà de toute façon un sujet de conflit en tant que tel, au-delà de l'argent, j'ai envie de dire. Mais ça va se manifester parce que l'argent va être utilisé d'un côté pour ça, et de l'autre côté, l'argent devrait être gardé pour le jour où on sera à la retraite. Donc, là, on est vraiment dans deux philosophies de vie qui sont différentes. Et là, vraiment, il y a beaucoup de tensions. Alors ça, c'est juste pour balayer un peu le tableau. Après, on pourra voir encore, et après, s'il y a aussi plus dans la gestion au quotidien, dans la répartition des choses, on va voir que là, il y a d'autres sujets de tension, quel que soit le fonctionnement. Mais c'est autre chose. Mais déjà, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Sur ce sujet, non. Moi, j'allais ouvrir éventuellement un autre sujet. Donc, soit tu continues, ou bien j'ouvre un sujet qui est des différences entre hommes et femmes, s'il y a des différences entre hommes et femmes. Oui, alors on peut partir là-dessus, bien sûr. Euh, Au fond, il y a bien plus de points communs que de différences. Je dirais que les différences, on les voit plus au moment où on est dans le professionnel, qu'il s'agira peut-être d'être en capacité à se valoriser, tout ça vis-à-vis de l'extérieur. Là, c'est peut-être là que les différences sont les plus marquantes. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué
d'aller se valoriser, d'aller demander des prix, voilà, aller se mettre en avant, comme je disais, c'est plus compliqué pour une femme. Au sein du couple, je dirais que la différence, c'est que globalement, les femmes vraiment ont plus le sens du nous, du nous couple, du nous famille. Tu vois, quand il y a de l'argent, tout de suite, on a envie d'en faire profiter l'ensemble, par exemple. Donc, on a toujours enfin, les femmes, pas toujours, ont beaucoup plus, je dirais, naturellement cette perception de ce nous que les hommes qui seront peut-être plus basés sur du jeu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la première banque de microcrédit, là, cette fameuse qui a été créée au Pakistan, en Bangladesh, je crois, je ne suis pas sûr, par Yunus, hein, qui avait le prix Nobel d'économie, dans un premier temps, il prêtait 100% à des femmes uniquement, 100% à des femmes. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il savait très bien que quand on prêtait aux femmes, il y avait une forme de responsabilité bien plus grande que les hommes qui pourraient être plus vite tentés d'aller l'utiliser au bistrot, de jouer un peu de l'ego avec ça, tu vois, une sorte de moi-je, quelque chose. Donc, ça montrait bien qu'il y avait cette notion de responsabilité globale plus forte chez les femmes. En tout cas, depuis, ça a un peu changé, je crois, le fonctionnement. Mais au départ, c'était ça. Je pense que ça, c'est vraiment un des fonctionnements différents. Et après, peut-être qui va aussi en lien avec ça, comme qu'il y a un gros sujet de tension potentielle, c'est le fait que les hommes, à mon avis, nous portons encore en nous, génétiquement, je pense en nous, le fait que c'est à nous de ramener la bidoche, la viande à la maison. Nous sommes le rôle du chasseur qui est censé ramener à manger, bien sûr, dans le mot symbolique, et donc de ramener l'argent. Et que je pense que c'est quelque chose qui est encore vraiment très, très, très. Parce qu'au fond, il n'y a pas tellement de générations que ça, que les choses ont changé. Ça reste encore au niveau de l'échelon de l'humain, ça reste très court. Et ce qui veut dire que ça, à une époque où les femmes sont de plus en plus présentes dans le monde professionnel, où les femmes, et heureusement, s'autorisent à avoir des postes toujours plus importants, des salaires toujours plus importants, je dis heureusement vraiment, et au fond, ça remet en question cette vision-là, cette perception-là, et ça va générer des tensions potentielles parce qu'on voit vraiment des hommes qui sont perdus en disant, mais au fond, à quoi je sers si ma conjointe, ma partenaire, elle gagne déjà pas mal d'argent déjà, donc elle est peut-être même autonome sans moi, ou voire même plus d'argent que moi, à quoi est-ce que je sers? C'est comme s'il y avait un sentiment d'inutilité, et ça peut venir toucher l'estime de soi, et ça peut être carrément insupportable pour certains hommes. Et à tel point que je vois des femmes, et c'est pas rare, qui vont se saboter elles-mêmes, qui vont se mettre des plafonds de verre pour ne pas gagner plus que leur compagnon de vie, en me disant hein, il ne va pas supporter. Je dis, OK, donc quand tu dis ça, déjà, tu le prends pour un petit, et toi, tu joues à la grande qui prend soin, tu as un côté maternant presque vis-à-vis de lui. Le pauvre petit ne va pas supporter, je ne vais pas lui faire ça. Donc, et au fond, est-ce que tu en as discuté? Et la plupart du temps, c'est non. Mais vous voyez, c'est aussi la représentation de la femme qui pense aussi que, attention, elle pourrait faire du mal, blesser l'autre et tout, alors que, au fond, il me semble, mais je dis peut-être c'est un peu naïf de ma part, mais que dans le couple, on devrait voir le nous. En tout cas, moi, je serais le premier heureux à ce que ma femme, mon épouse, gagne beaucoup d'argent. Et puis, voilà, parce qu'au fond, bon, en plus, nous, comme on met tout ensemble, parce qu'on est les deux gagnants dans notre fonctionnement, tout le monde ne fait pas comme ça. Donc, au fond, on a toujours regardé, mais qu'est-ce que nous gagnons les deux ensemble? Donc, c'était vraiment ce nous était toujours prédominant, en tout cas au niveau financier dans le couple. Mmh. Ce que tu viens d'apporter là comme élément me paraît tellement important, à quel point, en termes de... J'ai beaucoup travaillé sur la question aussi du masculin et du féminin, donc du coup, là, il y a le masculin qui arrive avec cette dimension où beaucoup d'hommes font en fait un mélange entre, effectivement, leur capacité à générer de l'argent. Donc, ils se sentent, il y a une notion de pouvoir, mais donc c'est aussi constitutif même de leur identité masculine, c'est-à-dire que tout est collé, hein, tout est collabé à une seule chose. Donc, qu'est-ce qui constitue mon identité masculine pour beaucoup d'hommes? C'est effectivement ma capacité à générer de l'argent, donc ça me donne du pouvoir. Et parallèlement à la sexualité, c'est ma capacité à bander, le sperme étant ce qui va ensemencer, donc c'est une forme, disons, de capital, quelque part. Donc, voilà, une invitation à aller questionner ces questions d'identité en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme, évidemment, parce qu'on a aussi tout un héritage. Comment est-ce que
chez moi, c'est lié ou pas? Est-ce que c'est corrélé ou pas? Mhm. Et au niveau des lois, il faut savoir que c'est qu'en 65, en 1965 en France, que les femmes ont reçu l'autorisation légale d'ouvrir seules un compte bancaire et exercer une profession sans l'autorisation du mari. Donc c'est une cinquantaine d'années au niveau historique, c'est extrêmement peu. Et c'est qu'en 1985, que les époux gèrent à égalité le patrimoine. Avant 1985, c'est l'homme qui gérait le patrimoine. Donc le rapport égalitaire, il est extrêmement récent, donc une invitation à aller déconstruire tout ça. Oui, c'est ça. C'est que nous portons ça en nous encore et c'est pour ça que quelque part chaque génération est appelée à faire un peu mieux que celle d'avant, non pas avec tout le respect qu'au moment nous avons à avoir à celle d'avant, parce que nous avons d'autres connaissances. Il y a un bout de chemin qui est fait par chaque génération qui permet le bout de chemin suivant aussi. Et c'est déjà d'avoir cette vision globale, d'avoir de la compréhension. Et encore une fois, c'est vraiment pour moi d'aller questionner ce qu'il y a derrière les comportements. Hein, c'est vraiment d'aller questionner, que ce soit pour l'homme, la femme, c'est égal, mais quand je vois que tu te mets en stress pareillement, j'aimerais bien comprendre, il y aura un enjeu pour toi que je ne comprends pas, si tu serais d'accord de me dire plus. Et souvent, souvent, je pose souvent la question que j'accompagne, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Hein, c'est quoi, voilà. Et vraiment pour essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière et voir des fois même le pire du pire pour aller voir encore une couche derrière. Parce que là, tout à coup, on va commencer à voir, OK, j'attends que tu as pareillement peur et peut-être qu'on peut trouver d'autres stratégies pour un peu, je dirais, calmer les peurs, tout en sachant qu'une fois qu'on voit qu'on a une grosse peur, c'est bien de s'en occuper plutôt que la peur devienne mon moteur, comme c'est malheureusement le cas trop souvent. Mm. Mm. Me reviennent en esprit aussi certaines images de puissance, disons, comment on appelle ça, les attributs de la puissance, du pouvoir masculin sont beaucoup liés à la matière, c'est-à-dire une grosse voiture, une belle montre, un beau costume, quoi d'autre, une position sociale intéressante. Et quel est le pendant chez la femme? C'est comment est-ce qu'elle va, elle, valoriser? Est-ce que chez la femme, c'est une question que je pose là maintenant, est-ce que la femme, l'identité de la femme, elle est autant liée à son matériel? Ou alors à sa capacité peut-être à séduire? Je ne sais pas, je pose cette question-là comme ça. Bien sûr, hein. Bien sûr. Alors, j'ai pas ce que je veux dire, ce qui vient plutôt intuitivement, c'est que ce soit une réflexion approfondie. Je dirais, je vois qu'une partie des femmes commence à s'approprier la matière aussi, euh, mais parfois à partir de leur énergie yang plutôt que leur énergie yin aussi, parce qu'effectivement, parfois de vouloir ressembler aux hommes sur leur côté un peu plus ombrageux, c'est pas forcément une bonne idée, mais voilà, c'est comme ça. Et effectivement, je pense que peut-être pour la femme, ça s'est plutôt manifesté sous la forme du pouvoir d'attraction, je pense, de séduction et d'attraction. Parce qu'au fond, pendant longtemps, c'était important pour une femme d'être attractive aussi, de pouvoir trouver un mari qui veuille bien d'elle. C'était même un sacré enjeu, hein, et une sacrée pression. Et d'ailleurs, même tu parlais de la dot tout à l'heure, c'était peut-être aussi une manière de pouvoir caser des femmes qui étaient difficiles de caser autrement. Hein. Voilà, en tout cas pour ce pouvoir d'attraction, mais on allait donner une autre forme d'attraction. Mais après, c'est vrai qu'avec le recul, quand on pense à ça, je dis waouh, quelle horreur, ça, c'est ce qui me vient comme ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a. Et c'est vrai qu'à une époque, tu vois, les hommes devaient être très musclés, très ci, très ça, puisque c'était la force de l'homme, c'est sa capacité d'aller chasser, la capacité de reproduire des enfants qui seraient forts également, etc., ce genre de choses-là. Alors qu'on voit que ça existe de manière symbolique, la grosse voiture, par exemple, des formes de pouvoir, même bien qu'on voit que les fitness sont aussi assez à la mode pour certains qui continuent de jouer là-dessus. Donc, de voir aussi que à un moment donné, le piège, c'est tout ce qu'on va chercher ou vouloir montrer à l'extérieur est juste en train de masquer ce que j'arrive pas à voir en moi à l'intérieur. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à donner de la valeur, je vais essayer de me valoriser à travers une belle voiture, à travers un poste qui en jette, à travers peut-être des habits de marque, à travers des lieux de vacances prestigieux, mais aussi à travers une partenaire de vie qui est belle et que d'autres pourraient envier, sous-entendu, c'est moi qu'elle a choisi, comme si ça me valorisait encore.
Et tout ça a à chaque fois le même piège, c'est que si je n'arrive pas à donner de la valeur pour qui je suis, je vais chercher à donner de la valeur à l'extérieur et je vais m'accrocher à la chose extérieure qui me donne la perception que j'ai de la valeur. Et c'est encore un piège, hein, puisqu'au fond, si je m'enlève la chose, je vois que je suis nu en quelque sorte. Euh, donc, euh, donc tout ça, c'est des projections. Et encore une fois, ça nous ramène de nous à nous. C'est qu'au moment où j'arrive à me donner de la valeur pour qui je suis, sans rien avoir à faire et à montrer, je n'ai plus besoin de chercher des choses à l'extérieur. Pour prendre cet exemple-là. Oui, excellent. Je recherche une citation que j'ai écrite hier par rapport à... Voilà, c'est ça, c'est dans le livre Tantra de Daniel Odier. Et la citation, c'est « La dualité engendre les fantasmes de possession des êtres et des choses. À partir de l'instant où nous voulons quelque chose qui est extérieur, que nous désirons y mettre notre sceau et l'identifier comme nôtre, nous perdons la communication avec cet être ou cette chose et nous la laissons dépérir dans la forteresse de nos possessions. Un jour, nous penserons à cette chose, à cet être que nous avons emprisonné par notre désir, nous irons fouiller parmi les innombrables objets que nous avons entassés et nous découvrirons avec stupeur que cette chose ou cet être ne sont plus vivants. Il faudra alors les rejeter. Possession et abandon sont un seul et même mouvement de l'ignorance. » C'est fort, hein, mais c'est quand tu as parlé de l'extérieur et de l'intérieur, à quel point moi je sais que, en tout cas moi maintenant, je suis en train de vivre une nouvelle phase de ma vie où j'ai beaucoup pris de décisions à partir de mon mental, c'est-à-dire de quelque chose qui est projeté vers l'extérieur de moi. Et je me suis rendu compte que, en faisant le bilan l'année passée, à partir de novembre, et bien que ce n'était pas si efficace que ça. Alors évidemment, oui, efficace, ça peut paraître un terme très matérialiste, mais en même temps, oui, j'ai mis dans la balance l'énergie, disons l'effort que je portais, et qu'est-ce que ça me ramenait. Donc c'était pas du tout fluide, c'était pas du tout, équivalent, on va dire, entre l'effort et la réception. Et donc là maintenant, depuis 2 mois, eh bien, je fais ce travail de me mettre un peu en retrait, c'est-à-dire plus en observation, plus aller vers l'intérieur, à me délester de beaucoup de matières, de livres. J'avais gardé mes livres d'école, j'avais gardé des dictionnaires d'allemand, de français, d'anglais, donc des dictionnaires déjà maintenant on n'en utilise plus, mais ça fait 40 ans qu'ils sont dans ma bibliothèque. Donc, c'est ça, des habits que je n'ai pas utilisés, des objets, tout ça j'ai donné, je me suis délestée, ça peut vraiment être utile à d'autres personnes. Et je vois que les choses arrivent à moi sans effort. C'est-à-dire que j'ai eu des nouveaux clients qui sont arrivés à moi, je n'ai plus fait de marketing, ça fait 2 mois que je ne fais plus de marketing, en tout cas, je me suis enlevée l'idée de faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Tu vois, par exemple, ce live, eh bien, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire, mais pas dans l'idée d'avoir de la visibilité, avoir du marketing. Donc, je fais cet effort parce que, étant donné que ça fait 40 ans que je fonctionne comme ça, ou 30 ans que je fonctionne comme ça, évidemment, c'est une autoroute de pensée. Donc, je fais ce travail de sortir de ma zone de confort pour découvrir quelque chose de nouveau, de plus léger. Et c'est parfois, oui, c'est inconfortable. Et en même temps, il y a des jours où je trouve avec beaucoup de joie et de facilité. C'est plus facile finalement. Voilà ce que je voulais partager. Je te remercie. Pour moi, toi, c'est vraiment l'envie de dire, parce que bon, des idées qui viennent de la tête, je veux dire, il y en aura inévitablement. C'est un mode de fonctionnement, mais c'est d'aller peut-être vérifier avec le cœur. Est-ce que ça me donne vraiment envie? Est-ce que ça me donne la joie? Est-ce que, voilà, c'est pas que les idées sont forcément pas bonnes, mais effectivement, d'aller vérifier, en tout cas, intérieurement, si ça matche avec quelque chose. Voilà, qui donne du sens en tous les cas. Mais c'est sûr que dès le moment où ça vient à partir d'un endroit de peur, il faut, je dois, il faut que je sois plus visible, il faut que je sois plus ça. Enfin, c'est d'un endroit de peur, la qualité de ce qui sera derrière sera forcément assez médiocre en quelque sorte. Peut-être j'avais envie, si tu es d'accord, de juste aborder encore un thème en lien couple et argent, qui est plus la notion du côté pratico-pratique, j'ai envie de dire, parce que je vois, là, c'est souvent une problématique qui se rencontre, c'est
comment on fonctionne dans le couple avec les finances, ok? Et parce que, tu vois, il y a cette notion de, on veut trouver, euh, on veut trouver quelque chose qui est juste. Et déjà, de voir que la notion de justesse ou de justice, ce ne sont que des vues de l'esprit. Euh, et au fond, je te donne un exemple. C'est que j'avais une personne, un couple, il disait, la personne était très, faisait beaucoup de calculs, regardait vraiment, avec vraiment l'envie de bien faire, et disait, voilà, nous avons défini dans notre couple quels sont tous les frais fixes, machin, tout ce qu'on a besoin pour fonctionner. Et puis, du style, je prends un exemple pour simplifier, si lui gagne 100, elle gagne 50, c'est-à-dire qu'elle gagne plus qu'elle, je payerai les 2 tiers, elle paye un tiers. Donc, c'est juste. Et après, ce qui reste, chacun le garde pour lui. Mais au fond, avec ça, ce qui restait à chacun garde pour lui, c'était il y avait clairement plus pour lui qu'il y avait pour elle. C'est-à-dire qu'à la limite, tu vois, on peut prendre l'exemple où à la limite, la partie qu'elle devait payer pourrait correspondre peut-être à peu près à tout ce qu'elle avait, elle, comme revenu, et ce qu'il y avait comme économie, c'était de son côté. Donc, moi, je fais ce que je veux avec mes économies, et l'autre, après, fait ce qu'il veut et ce qui reste. Donc, pour lui, c'était parfaitement juste, parce que c'était un modèle de calcul, et je peux entendre que c'était juste, que c'était perçu comme juste. Je disais, mais il se pourrait aussi que si tu reprends ce fonctionnement-là, vous puissiez convenir que ce qui reste comme épargne à l'issue de ça soit divisé en deux. Ce serait une autre manière de voir que c'est juste aussi. Je ne suis pas en train de te dire que c'est plus juste que l'autre, je suis en train de te dire que on peut trouver où vous pourriez tout mettre ensemble dès le départ, etc. Donc, si tu veux, déjà lâcher l'idée de trouver quelque chose qui est juste dans le sens où juste pour nous, ou juste pour chacun de soi et qu'on s'y retrouve, oui, mais le modèle unique qui fonctionne bien à tout le monde, ça, c'est important d'oublier tout de suite, et sachant également que les choses évoluent, parce que les situations financières des uns et des autres peuvent évoluer, parce qu'à un moment donné, un des conjoints peut réduire son temps de travail, peut s'arrêter de travailler parce qu'il y a des enfants, etc., qui fait que les situations se remettent en question et les équilibres doivent être remis en question, parce que ce qu'on avait convenu, ça ne peut plus fonctionner du tout, par exemple, de ce point de vue-là. Et que nous changeons de toute manière, nous changeons aussi dans notre rapport à la vie, le rapport à l'autre, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, parce que j'ai pu voir, en tout cas, on a animé un séminaire pour couple avec mon épouse l'été passé, ce n'était pas spécialement sur le rapport à l'argent, mais à quel point les histoires d'argent sont ressorties fort, et à quel point cette question-là était problématique. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a? C'est que je voyais bien qu'il y en a une certaine partie des personnes qui ont vraiment envie d'avoir d'argent pour moi, que je dépense comme je veux sans avoir de rendre de compte à l'autre. Donc, c'est ça qu'ils ont l'impression qu'ils sont libres et autonomes, c'est quand ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et parce qu'ils ne veulent pas que l'autre mette son grain de sel là-dessus. Alors, parce qu'on peut avoir effectivement, on peut avoir par exemple, aime collectionner ci ou ça pour lequel ça n'a aucun sens pour l'autre, il n'arrive pas à comprendre qu'on puisse dépenser son argent là-dedans. Et au fond, pour moi, c'est très important. Donc là encore, à partir de là, c'est comment est-ce qu'on va trouver des stratégies qui fait que, si ça paraît nécessaire, que chacun ait son morceau d'argent, si je peux dire comme ça, qu'il va pouvoir utiliser librement sans avoir de compte à rendre à l'autre, sans avoir l'impression qu'il est contrôlé ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, tout ça, je veux dire, est une organisation, un espace à créer dans lequel ça doit être fluide et dans lequel on doit être en capacité de remettre en question, ou peut-être même chaque année, tous les 3 ans, en tout cas, peut-être, mais on ne va peut-être pas changer chaque année, ou à chaque changement de situation, s'arrêter, remettre en question le modèle existant. Est-ce qu'il me convient toujours? Peut-être pas à 100%, mais en tout cas à 80 ou plus, qui fait que je peux vraiment vivre avec ça, même si ce n'est pas le modèle parfait pour moi. Oui, absolument. C'est vrai que cette question on revient à la question de la communication. Que cette communication, c'est bien de revenir régulièrement sur des thématiques qui sont importantes. C'est pas laisser les choses un peu à volo, voilà, ou avoir la capacité à ce moment-là, quand on voit que ça part un petit peu trop dans les rubans flottants, de ressaisir, de se mettre autour de la table, et puis voilà, on pose ce sujet de manière désémotionnalisée, autant que faire se peut. Et j'aime beaucoup la manière dont justement tu poses les questions avec peu de mots. C'est tellement, je veux dire, c'est une parole tellement nourrissante et tellement bienveillante envers l'autre que l'autre peut s'ouvrir. Donc c'est vraiment de trouver les mots pour ça.
Oui, absolument, sans être dans le jugement chez l'autre, mais vraiment avec cette idée de j'aimerais tellement comprendre Mm. comment tu fonctionnes, ce qui se passe chez toi, quels sont tes enjeux, qu'est-ce qui est si important pour toi, tu vois. Si on est vraiment dans cet esprit-là d'ouverture, il y a de fortes chances, en tout cas de bien meilleures chances que l'autre soit en capacité de s'ouvrir et de se partager, et de s'ouvrir également à son tour, que dans le jugement péremptoire, on va dire. Tout à fait. J'avais lu que selon une étude de l'INSEE en France en 2010, donc cette étude date de 2010, que 2 tiers des couples mettent l'intégralité de leurs revenus en commun. Et cette tendance, elle est particulièrement marquée quand le couple est marié ou pacsé, quand il y a des enfants, quand un seul des deux travaille. Euh, voilà. Et je me demandais effectivement ce que tu observes toi et parce qu'après, il y a ceux effectivement qui mettent tout en commun, et puis après, il y a les couples qui vont créer, alors on va faire un compte pour les vacances, un compte pour la maladie, un compte pour moi, un compte pour toi, un compte pour ça. Mhm. Quelle est la situation un peu aujourd'hui? Comment tu vois les choses? Alors, bon, je pense que de toute façon, les anciens couples ont beaucoup plus fonctionné dans le pot commun, puisqu'encore une fois, c'était le fonctionnement souvent de nos parents, et que je crois bien souvent, ça, on était imprégné par ça. J'ai la perception, mais encore une fois, là, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais plus la perception que chez les jeunes, ou très vite, en tout cas, les deux sont à travailler, que, que bien souvent, ça commence effectivement par le pot commun et le pot à chacun, quoi, souvent les trois pots. C'est vraiment comme ça que j'ai l'impression que ça commence, en tout cas pendant un certain temps, peut-être jusqu'à qu'on sent qu'on va peut-être aller plus loin, on va décider de fonder une famille ou quelque chose, mais le premier temps, ça fonctionne bien souvent comme ça. Voilà, on a un appartement ensemble, il y a des charges financières ensemble qu'on va se partager, et après, pour le reste, voilà, on regarde peut-être au coup par coup. En tout cas, c'est comme ça que je perçois de plus en plus chez les jeunes, que ça se met en place. Mais alors, toi, Christian, si tu es d'accord de partager quelques éléments plus personnels, comment est-ce que tu fonctionnes avec ton épouse? Alors, nous, Aujourd'hui, oui, avec la conscience que tu aujourd'hui. as, hein? Mais au fond, on n'a pratiquement pas changé. Bon, la première chose, c'est que quand on s'est mis en ménage, nous étions jeunes, on avait 20, 21 ans, moi j'étais étudiant et Anne-Chantal travaillait. En fait, dès qu'un des deux a pu avoir de l'argent, on s'est tout de suite mis au ménage puisqu'on est ensemble depuis l'âge de 16 ans. Donc, c'était vraiment, on n'attendait pas le moment. Et dès qu'on a pu, financièrement parlant, on l'a fait. Donc, on est déjà parti sur tout de suite, c'est elle qui gagnait pour les deux, même s'il y avait une petite aide de mes parents comme étudiants. Et après, par la suite, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, on a toujours mis en commun. Ça veut dire que même si elle et moi avons des comptes à notre nom, nous avons procuration sur l'un et sur l'autre. Quand on va voir maintenant sur Internet nos comptes, on a l'accès à tous les comptes chacun et on peut faire des virements de l'un à l'autre parce qu'on voit que d'un coup, sur notre compte, j'appellerais le compte ménage, d'un coup, on est au débit, ben, on va prendre de l'argent indifféremment chez l'un ou chez l'autre. J'ai vu d'ailleurs comme avec amusement que j'ai eu quand même tendance systématiquement à les prendre sur mon compte professionnel où je reçois, on a chacun notre compte professionnel pour bien différencier nos activités l'un et l'autre. J'ai eu tendance à prendre vraiment priorité sur mon compte professionnel pour aller mettre l'argent là où toutes les dépenses sont focalisées à travers les mêmes comptes. Et après, quand il manquait, d'aller chez elle. Donc, c'est comme si, tu vois, il y avait quand même dans mon fonctionnement, l'idée, c'est d'abord à moi de pourvoir à ça et après à l'autre. Mais au fond, à une époque, on pensait même qu'on devait avoir de l'argent de poche chacun. Au fond, on se rend compte aujourd'hui que non, que ce n'est pas nécessaire parce qu'on a cette confiance que l'un et l'autre, on est suffisamment raisonnable pour ne pas mettre les situations financières en danger. Que si j'ai envie de m'acheter des bonnes bouteilles, j'irai m'acheter des bonnes bouteilles. Si un veut s'acheter autre chose, elle ira s'acheter autre chose. Mais que, au fond, ça sera toujours OK par rapport à nos moyens. Et que si vraiment il y a une dépense plus importante qui fera envie à l'un à l'autre, il en parlera à l'autre. Voilà, on a cette confiance absolue, ce qui fait que notre situation financière, elle est extrêmement simple. Je dirais plus simple que ça, je dirais c'est assez difficile dans le sens que c'est tout à fait fluide. Donc, un compte professionnel pour chacun et puis un pot commun. Voilà. Donc, ça Voilà. fait 3 comptes. Alors oui, après on a un compte pour l'hypothèque où on met de OK. l'argent dessus, voilà, peut-être un compte d'épargne, voilà. Mais simplement, si tu veux, pour nous, c'est vraiment, ça appartient autant à l'un qu'à l'autre. Après, on a chacun retiré notre argent de caisse de pension,
Il n'y a pas sa caisse de pension et ma caisse de pension. De toute façon, d'un point de vue, si on a divorcé, de toute façon, ça sera divisé par deux. Donc, de toute façon, c'est pas, voilà, c'est notre argent, ce sont nos économies et on discute comment on place nos économies. Magnifique. Après, si l'un aurait vraiment, pour un exemple, envie d'investir dans quelque chose de très pointu, très particulier, qui ne convenait pas à l'autre, personnellement, moi, je serais OK en disant OK, voilà, je serais OK enfin, en tout cas, dans certaines mesures, en tout cas, prêt à discuter. Je n'aurais pas envie de dire mettre les barrières complètement. Si c'est des moments où je sens que l'autre est conscient des risques potentiels, par exemple. Oui, c'est ça. La notion de Et de les assumer. Voilà. Oui, c'est ça. Assumer la notion de risque, effectivement. Ouais. J'ai vu qu'effectivement, il y avait de plus en plus d'applications qui permettaient de gérer l'argent, comme par exemple SharePay, où on détermine le pourcentage qui sera déduit de chacun des deux comptes. Il y a aussi Banking, qui permet de synchroniser les comptes et faire un suivi des dépenses. Tricount, qui gère et répartit les dépenses entre amis. Donc, c'est vraiment des applications et ça fleurit de toutes parts. Lydia aussi, qui permet d'envoyer et recevoir de l'argent avec le mobile de façon sécurisée. On peut payer au resto à plusieurs. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire aujourd'hui en termes d'outils. Et en même temps, tu vois, ce que je vois, c'est que il n'empêche pas qu'il y a plein de couples où c'est le bordel en termes de finances, parce qu'il n'y a aucun des deux qui aime s'occuper de ça, aucun des deux prend les choses en main. Donc, à partir de là, c'est un peu plus compliqué. Et au fond, ces applications, les premiers qui vont se précipiter dessus, c'est ceux qui sont déjà plutôt bien organisés, qui vont toujours chercher des manières d'affiner, tu vois, pour la plupart. Et parce qu'au fond, c'est important de voir aussi qui s'occupe de faire les paiements, parce que des fois, celui qui s'occupe de faire les paiements, si l'autre a aucune envie d'aller mettre son nez dedans, et parfois, je peux dire que ça peut être aussi confortable pour des personnes de ne pas vouloir aller voir dedans, hein, c'est aussi une manière et qui fait qu'on peut vite être perdu ou être surpris un jour si par malheur ça se passe mal dans le couple, de voir que un a pris des décisions qui sont à mon encontre et que j'ai rien vu venir parce que j'ai jamais rien voulu savoir. Quelque part, on donne une forme de pouvoir à l'autre. Aussi longtemps qu'on a de la confiance, ce pouvoir peut être tout à fait bien utilisé, ça se passera très bien, mais ce pouvoir peut être utilisé qu'il soit plus au service du nous à un moment donné. Et donc là aussi, et c'est vrai que si moi dans le couple, je suis plutôt celui qui fait les comptes, mais voilà, mon épouse va aussi sur les comptes de temps en temps, donc je dis, ah, bah, tiens, on va faire ce paiement. Et c'est important, je trouve, qu'on soit en capacité d'y avoir accès les deux. Voilà, d'avoir accès les deux et, et que ça soit aussi pas perçu comme une corvée, parce que si c'est perçu comme une corvée, ben, j'avais dire que quelque part, c'est comme si l'autre devait aussi avoir une corvée pour qu'on équilibre un peu les corvées, quoi. Autrement, on peut vite relâcher ce genre de choses, quoi. Ouais. Et vraiment de voir à quel point, au service de quoi c'est d'avoir la clarté au niveau des comptes. C'est au service de quelque chose parce que ça amène plus de paix, de tranquillité de savoir où on en est que de se faire des films sur le pire forcément et qui n'est pas la réalité. Et puis juste par rapport j'avais dit encore une fois rapidement là-dessus, tu parlais des applications. Un des grands pièges pour moi aussi aujourd'hui potentiellement dans les couples, c'est tous les moyens de paiement aujourd'hui. Il y a tellement de moyens de paiement différents qui fait qu'on peut vite perdre la clarté. C'est comme si ces moyens-là, indirectement, étaient faits pour nous perdre parce que ça demande d'être tellement bien organisé pour savoir où on en est. Parce que d'un coup, on reçoit une facture à carte de crédit. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a dépensé? Plus la carte du magasin de fidélité là, plus ça, qui fait que les catastrophes peuvent arriver les unes après les autres s'il n'y a pas une organisation de savoir où on en est. Les anciens, avec leur méthode de l'enveloppe, ça peut paraître un peu primaire, ça avait au moins le mérite d'avoir de la clarté, il y a ou il n'y a plus. On a l'information tout de suite. Alors, si tu veux en dire quelques mots par rapport à l'enveloppe, c'est-à-dire c'est du cash en fait. Oui, à l'époque, ils recevaient leur salaire en cash et puis ils allaient répartir dans des enveloppes, tiens, pour la nourriture ou pour ci ou pour ça. Ce qui fait, tu vois, à un moment donné, quand il n'y a plus d'argent dans le porte-monnaie, par exemple, ben, on sait qu'on va se limiter. Maintenant, on met la carte. Tant qu'on met une limite qui peut que je peux aller à la baisse, quelque part, je ne sais même pas où j'en suis, mais tant que la carte accepte, j'y vais, quoi, hein. Donc, c'est comme si ça peut déresponsabiliser les personnes. Et pour celles qui pourraient tendance peut-être à avoir parfois un peu la dépense facile, et surtout c'est les moments, les coups de mou, les moments un peu plus difficiles, bon, on a vite fait de se lâcher beaucoup plus facilement. Absolument, absolument, cette question de déresponsabilisation. J'ai vu aussi qu'aux États-Unis, il y avait une grande mode maintenant que certaines entreprises attiraient, on va dire, les employés en leur proposant la possibilité d'avoir des avances sur salaire.
quand ils avaient une dépense voilà, quelque chose, donc ils avaient une avance sur salaire. Et évidemment, qu'ils allaient devoir rembourser avec des taux qui allaient entre 6 et 36%, des choses effroyables, et enfin effroyables, c'est-à-dire il faut pouvoir assumer ça derrière, parce qu'après, il y a un risque énorme d'endettement, justement. Alors, ce n'est pas le rôle de l'entreprise, très clairement, de commencer à faire la banque. Puis surtout, si encore c'était le banquier généreux, passe encore, mais de ce que tu me partages là, ça n'a rien du banquier généreux. Et en plus, je crois qu'en Suisse, par contre, parce que j'avais ma fille travaille dans les ressources humaines, elle dit oui, je crois que, en tout cas, légalement, des gens qui demandent des avances sur salaire, ils devaient la donner, en tout cas, dans certaines limites, ils se devaient de la donner. Mais en fait, c'est vrai de voir que quand ça revient systématiquement chaque mois, tu peux te poser la question jusqu'où tu rends service aux personnes. Et là, peut-être pour les accompagner d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais encore une fois, peut-être ce qu'il y a aussi, c'est le nombre de fois où je vois dans des couples qui se mettent ensemble, où un des deux est fortement endetté et ne le dit pas à l'autre, de peur de le perdre, et ça reste comme un poids qu'il porte jusqu'au moment où il devra annoncer la chose avec une peur énorme que l'autre aura juste envie de se barrer parce que ça sera une rupture de confiance, en plus de situations financières compliquées. Et là aussi, toutes ces choses cachées ne vont pas pour la paix des ménages. Oui, absolument, absolument. Ben voilà, 14-14, c'est amusant, on tourne ça, je vois maintenant, tu vois. Le miroir. Ah oui, en effet. Oui, donc ce que j'ai pu voir un peu au fil de notre discussion, j'ai noté un peu deux polarités, c'est comment on peut passer je vais dire un petit peu les côtés sombres, de la peur, de la dépendance, de la sécurité, de l'insécurité justement, du contrôle, de l'endettement, de la frustration, à la confiance, le sens du bien commun, ce que tu parlais, la dimension du nous, à amener de la clarté, la transparence, l'équité, l'égalité, la responsabilité et puis du plaisir peut-être aussi. Ah oui, oui, absolument, absolument. Et c'est vrai que cette notion de confiance, pour moi, elle est essentielle parce que comment est-ce que dans tout partenariat, qu'il soit professionnel et le couple encore plus, parce que c'est un partenariat encore plus sensible, j'ai envie de dire, peut-être tellement il y a d'enjeux et de thèmes sensibles qui sont touchés là et qui viennent toucher l'estime de soi au plus profond de nous, à quel point si la notion de confiance n'est pas présente, comment est-ce qu'on veut espérer que ça se passe bien? Exact. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou bien on se dirige gentiment vers une conclusion? Oui, écoute, moi je crois qu'on a fait un joli tour d'horizon déjà. Depuis combien de temps? J'ai l'impression qu'on a un bout de temps qu'on échange là-dessus. Je crois ça me semble assez complet, en tout cas, personnellement. Super. Ok, donc, chers amis qui regardez ce sujet, je vous invite vraiment à partager la vidéo, nous poser à l'un ou à l'autre des questions, que ce soit sous la vidéo ou bien sur nos réseaux sociaux respectifs. Vraiment, on y répondra avec plaisir. Et je t'invite peut-être, si tu as envie, de faire une petite conclusion aussi à ta manière, Christian. Écoute, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce que je trouve que tu as bien résumé tout ça. Je crois que dans toute relation, pour moi, l'authenticité, la transparence, la clarté, tout ça est tellement bénéfique. Et je crois que voilà, c'est vraiment les fondations de tout partenariat. Et je peux vraiment inviter chacun à faire en sorte que ces fondations soient le plus solides possible, parce que plus les fondations sont solides, plus la maison qui peut être notre vie, notre projet de vie qu'on va construire peut être grand, immense. Voilà. Ça part de là. Exactement. Avec une invitation à de l'introspection, ça pourrait être dans la métaphore de la maison et des fondations, d'aller voir le terrain, Oui. D'aller enlever les cailloux et puis que le terrain soit favorable à construire quelque chose à deux, avec amour, pour un couple joyeux et plaisant. Voilà, chers amis, et bien à tous, une magnifique journée. À bientôt. Merci Catherine, à bientôt. Au revoir.